La querelle au sein de la Mocro-Mafia couvait toujours et était loin d'être terminée. À ce stade, il ne s'agit plus de la cargaison manquante, mais de tout ce qui s'est passé par la suite. Les groupes se rendent encore coup pour coup, et même les membres des familles des hommes tombés au combat commencent à s'impliquer et à chercher à venger leurs proches. La querelle a dicté les nouvelles et les médias d'Amsterdam ont constamment des personnes en attente pour rapporter un nouvel incident. Même le maire d'Amsterdam a dû admettre « Pour l'instant, nous ne pouvons rien faire ». Et je peux vous dire qu'il avait raison à 100%. Benaouf était extrêmement furieux après ce qui était arrivé à son confident Mohamed. Au fur et à mesure de la bataille, chaque camp a continué à monter les enchères et à riposter de manière encore plus agressive. À ce stade, personne n'était à l'abri. Les deux camps étaient sur le qui-vive et savaient que chaque jour pouvait être le dernier. Certains protagonistes décident de se cacher au Maroc ou en Espagne, mais la plupart d'entre eux restent à Amsterdam. Ce qui allait se passer ensuite était incroyable. Nous sommes le 22 mai 2014. Ce qui semblait être une soirée normale à Amstelveen allait se transformer en quelque chose de tout droit sorti d'un film. Gwyneth se trouvait dans le shawarma shop Roos sur l'Amsterdam Zeeweg à Amstelveen, avec son garde du corps et son associé. Fait amusant à propos de cet associé, un mois plus tôt, c'est lui qui a porté le chapeau lorsqu'ils ont tous les deux été pris dans une voiture qui contenait 2 9 mm chargés. Gwyneth a bien payé l'associé pour avoir assumé la responsabilité. Alors que les deux hommes se trouvaient encore dans le shawarma shop, 2 hommes les ont rejoints. Gwyneth a ensuite quitté les lieux avec l'un d'entre eux. Alors qu'ils sortaient, une BMW est apparue, et tout s'est enchaîné très vite. Gwyneth est atteint par un AK et au moins une autre arme automatique. Il est touché 80 fois. Oui, vous avez bien entendu, 80 fois. L'homme qui l'accompagnait a réussi à s'enfuir et n'a pas été touché. La voiture a rapidement pris la fuite et a été retrouvée quelques heures plus tard calcinée à Diemen. C'est la fin de Gwyneth Martha. Il avait 40 ans à l'époque, donc comparé à tous les autres dans cette histoire, il a réussi à devenir relativement vieux. Les événements ont pris une tournure importante. Soudain, le chef du groupe adverse n'était plus là. Cela signifiait-il que la bataille était gagnée par le groupe Houssine et Benaouf? La querelle des Mocro était-elle enfin terminée? Eh bien, non. Ce n'était pas fini. Pas du tout. Car ce coup avait un très fort parfum de trahison. Gwyneth portait toujours un gilet pare-balles, sauf s'il faisait vraiment confiance à l'environnement et aux personnes qu'il côtoyait. Après ce qui s'est passé le 22 mai 2014, on a découvert qu'il n'en portait pas. Et c'est là que Najib, Ziggy, Imish entrent en jeu. Najib faisait partie du groupe Gwyneth depuis son plus jeune âge. Gwyneth a montré à Najib les ficelles de la pègre. Najib a rapidement gravi les échelons au sein de l'organisation. Peut-être un peu trop. Il visait la première place. Alors que des membres de haut rang, comme Najeb Boubou, commençaient à tomber, la seule chose qui retenait Najib, c'était le chef du groupe, Gwyneth. Selon la rumeur, l'éviction de Gwyneth n'aurait même pas été orchestrée par Benaouf et son groupe, mais serait venue de l'intérieur. Najib aurait orchestré le coup pour devenir le chef de file, mais ce ne serait pas son seul acte de trahison. Si vous pensiez que la querelle était terminée après le décès de Gwyneth, vous vous trompez complètement. Au contraire, la querelle n'a fait que s'intensifier. Derkawi van der Megiden était le fils d'un père néerlandais et d'une mère marocaine. Dans le milieu de la pègre, il était connu comme un tueur à gages appartenant au groupe de Gwyneth. La police l'a désigné comme l'un des suspects de l'événement survenu au Stadslidenbert en décembre 2012. Mais elle ne disposait pas de suffisamment de preuves pour le mettre derrière les barreaux. Derkawi était une grande gueule et très imprévisible. Il a déjà purgé une peine de 6 ans de prison pour avoir tiré sur quelqu'un après une dispute lors d'une fête. Le 18 août cependant, les rôles étaient inversés, et c'est lui qui se trouvait face à une arme. Il avait prévu de rencontrer quelqu'un sur la Bornéolaan à Amsterdam-Est. À son arrivée, ils ont commencé à marcher. Mais Derkawi ne savait pas que 2 hommes l'attendaient un peu plus loin dans la rue. Tout à coup, vers 23h15, 2 individus se sont jetés sur Derkawi et l'ont touché à l'aide d'un fusil automatique. Le tireur n'a cependant pas pu contrôler l'AK et n'a réussi qu'à l'atteindre à la jambe, ce qui a permis à Derkawi de s'enfuir. Il a pris à gauche en direction de la Bornéocade, ce qui s'est avéré être une terrible décision.
Il est tombé dans les bras des 2 suspects qui avaient garé leur scooter sur la Borneo Cade et s'étaient enfuis dans l'autre sens. Ils se sont déchaînés sur lui à plusieurs reprises. Il a survécu, mais est décédé à l'hôpital quelques heures plus tard. Les suspects, 2 hommes en vêtements sombres, ont réussi à s'enfuir sur un scooter. Au cours de son enquête, la police a découvert de nombreux trous dans la maison située à proximité de la scène de crime. Ceci aurait pu toucher des personnes innocentes qui s'occupaient paisiblement de leurs affaires dans la sécurité de leur maison. Un autre signe que ces types ne se souciaient pas de la sécurité de qui que ce soit. Qu'est-il arrivé à la résolution de ces problèmes sur un parking abandonné plutôt que dans le centre-ville d'Amsterdam? Les temps ont vraiment changé. Samir Bouyakrishan, également connu sous le nom de Scarface, en raison de l'intéressante cicatrice qu'il porte sur le visage, est le suivant dans la liste des personnes concernées par la querelle. Originaire d'Amsterdam-Ouest, Samir s'est forgé un palmarès impressionnant dans le monde de la pègre, avec une fortune estimée à plus d'1 milliard d'euros. En prenant les bonnes décisions, il a réussi à devenir l'un des criminels les plus importants et les plus riches d'Amsterdam. Même s'il était ami avec la plupart des caïds d'Amsterdam, on ne peut pas vivre la vie qu'il a vécue sans avoir d'ennemis. Il y a toujours quelqu'un qui complote pour prendre votre place. Samir est l'un des rares à avoir vu la ville devenir trop anarchique et à avoir trouvé refuge à Benahavis, une petite ville du sud de l'Espagne. Peu avant que Najib Imish ne prenne la tête du groupe Gwenet, il s'est lié d'amitié avec Samir Scarface. Samir était à l'époque dans les hautes sphères du business de la cocaïne, la Ligue des Champions. Comme vous le savez déjà, Najib était avide et voulait gravir les échelons de la pègre aussi vite que possible. Ce qui s'est passé avec Gwenet était suspect. Il ne portait pas de gilet pare-balles, personne d'autre que lui n'a été blessé, et Najib lorgnait sa place. Ce qui est arrivé à Samir présente de nombreuses similitudes. Dans la nuit du 29 août 2014, Najib et Samir sont assis l'un à côté de l'autre, à l'extérieur d'un café appelé All in One, à Benahavis en Espagne. Ils sont rejoints par Nofel, un autre gros trafiquant d'Amsterdam. Samir a passé du temps avec eux, à boire et à discuter. Rien d'extraordinaire. Il est venu de son plein gré, il devait donc avoir confiance. Jusqu'à ce que, à 2h-10, Najib passe son bras autour de Samir, et quelques secondes plus tard, 2 hommes armés courent vers le groupe. Samir a remarqué que quelque chose n'allait pas et a tenté de fuir. Mais il était déjà trop tard. Il a été touché à plusieurs reprises dans le dos et à la tête. Najib vient-il vraiment de recommencer? S'agit-il d'une coïncidence? Ou est-il à l'origine des coups portés à Gwenet et Samir? N'oubliez pas que Gwenet a également fait confiance à la situation. La trahison est une fois de plus très forte dans cette histoire. Juste comme ça, un autre personnage important a été éliminé. À ce stade, on pourrait penser que la querelle a pris fin, étant donné que de nombreux acteurs clés ont disparu ou sont en prison. Or, ce n'est absolument pas le cas. Au contraire, la querelle n'a cessé d'atteindre des sommets. Il y a maintenant tant de personnes impliquées, tant de familles et de membres de groupes qui cherchent à se venger de ce qui a été fait à l'un de leurs proches. À ce stade, il ne s'agit plus des 200 kilos qui ont disparu, c'était bien plus que cela. Massoud Amin Hosseini est l'exemple parfait de ce qui n'allait pas avec la querelle au sein de la Mokromafia. Des jeunes gens facilement influençables ont été utilisés pour accomplir une tâche, puis éliminés comme s'il n'était rien. Massoud était un fauteur de troubles et une tête brûlée depuis son plus jeune âge. Il agissait avant de réfléchir, ce qui n'est pas une bonne habitude quand on fait le même travail que lui. Dans sa vingtaine, il avait souvent des problèmes avec la police, qui le connaissait très bien. Conduite imprudente, insulte à l'encontre des policiers, vol. Toutes sortes de petits délits, mais très vite, il a été impliqué dans des crimes graves, qui ont fini par choquer tout le pays, et une famille en particulier. Si vous vous souvenez bien, le 20 février 2014, Alexander Aleki Gilis a été éliminé devant la maison de sa petite amie lorsqu'il est monté dans sa voiture. Massoud était l'un des suspects dans cette affaire. Il s'agissait toutefois d'un événement dans le monde souterrain. Comme on dit, vivre par l'épée, mourir par l'épée. Ce qui s'est passé le soir du 13 juillet 2014 peut être considéré comme une tragédie nationale, au cours de laquelle la pègre s'est heurtée au monde ordinaire de manière choquante. Stéphane, un père de famille de 30 ans qui ne se doutait de rien, était assis dans sa Fiat Punto bleue, dans la Konradstraat à Amsterdam. Il vient de regarder un match de football chez un ami. Il était assez tard dans la nuit, 2h15 pour être exact. Et la rue était donc assez sombre. Massoud se trouvait dans la même rue que Stéphane, et il avait un travail à faire.
il devait éliminer quelqu'un au volant d'une Fiat Punto bleue, portant une certaine plaque d'immatriculation. C'est ce qu'il a fait. Massoud a couru vers la voiture de Stéphane et l'a touché à plusieurs reprises. Il s'est enfui et une famille innocente a perdu son père. Cela montre une fois de plus l'inexpérience des auteurs de ces coups. Il s'agissait de jeunes gens sans aucune expérience. L'enquête de la police a révélé que la cible n'était pas Stéphane. La cible était Omar Horf, le petit frère de Youssef Horf qui a été victime au Stade Liedenbert le 29 décembre 2012. Omar vivait juste au coin de la rue de Stéphane et conduisait également le même véhicule, une Fiat Punto bleue. Évidemment, avec une plaque d'immatriculation différente. Juste après l'incident, alors qu'il devenait évident qu'il s'était trompé de personne, le chaos s'est installé parmi les criminels impliqués. La police a révélé les SMS suivants des personnes impliquées. Jack étant un surnom de Massoud. Frère Jack a fait une grosse erreur. Sérieusement frangin, une très grosse erreur. Je suis sérieux mon frère, ce n'est pas lui, c'est la mauvaise plaque d'immatriculation. Bon sang, je suis mort de peur. Un autre message. Frère Jack a couru comme un fou et a éliminé le mauvais blanc. Il s'agit du premier Vergis Moord, aux Pays-Bas, un incident au cours duquel un civil innocent est victime d'une querelle au sein de la pègre. Malheureusement, il y en a eu beaucoup d'autres par la suite. Stéphane a laissé derrière lui un fils âgé de 2 ans à l'époque et sa femme. Massoud, originaire du camp Gwenet Martha, avait de sérieux problèmes. Le fait qu'il ait raté sa mission a énervé le groupe, ce qui a provoqué beaucoup d'irritation. Et il est devenu un boulet. Le neveu de Gwenet Martha, Dennis Mangen, est à l'origine de l'idée de se débarrasser de Massoud. Des messages PGP ont révélé que Massoud était censé recevoir de nouveaux 9 mm en cadeau. Il était loin de se douter qu'il s'agissait d'un piège. Il a été retrouvé dans sa voiture le 3 septembre 2014 avec une balle tirée depuis la banquette arrière. Il n'y avait aucun signe de bagarre ou autre. Il devait donc s'agir de quelqu'un en qui il avait confiance. C'est la fin pour lui. Il a seulement réussi à atteindre l'âge de 26 ans. Et juste comme ça, 2 des plus grands protagonistes de la pègre d'Amsterdam ont disparu. Et le premier civil innocent a été victime de la querelle. La famille de Stéphane ne sera malheureusement pas la seule à perdre un être cher innocent à cause de cette querelle. Souvenez-vous de Najib Ziggy Imish. Il pourrait bien avoir surjoué son rôle et sa trahison reviendra le chasser. Sa famille va avoir une surprise déchirante et désagréable. Et la querelle est sur le point de franchir les frontières internationales. Ne manquez pas le prochain épisode de cette mini-série.